Quand on pense à Tokyo, bon, l'image qui vient souvent, c'est les gratte-ciel immenses, Shinjuku, Shibuya, les néons partout. C'est ça, le côté très moderne, très trépidant. Voilà. Mais il y a un autre Tokyo, un Tokyo peut-être plus ancré dans l'histoire, avec une vraie vie de quartier. Et aujourd'hui, on a décidé de vous emmener dans l'arrondissement de Sumida. Ah, Sumida. Souvent, on pense tout de suite à la Tokyo Skytree, bien sûr, mais c'est tellement plus que ça. C'est un quartier qui a été vraiment façonné par sa rivière, la Sumidagawa. C'est un peu sa colonne vertébrale. C'est exactement le fil qu'on va suivre aujourd'hui. Notre exploration, notre petite plongée, ça va être de découvrir les histoires, parfois un peu cachées, et disons, les trésors moins connus de Sumida en suivant le cours de la rivière. Voir comment le passé, comment il dialogue avec le présent là-bas. Pour ça, on s'est basé sur différentes sources, des guides, des articles touristiques, quelques récits historiques, mais si, tous centrés sur Sumida et sa fameuse rivière. Et c'est une excellente idée de partir de la Sumidagawa, parce que c'est pas juste en cours d'eau. Historiquement, culturellement, elle est hyper importante. Il faut imaginer que pendant longtemps, c'était la frontière. Ah oui. Oui, entre les anciennes provinces de Musashi et Shimosa. Carrément une frontière naturelle. Une frontière, mais aussi une artère vitale, j'imagine. Surtout à l'époque d'Edo. Exactement. Edo, l'ancien Tokyo, la rivière était cruciale pour le transport. Les marchandises, les gens, sans elle, difficile d'imaginer comment Edo aurait pu devenir cette immense capitale. Et on retrouve cette importance dans l'art, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est ça qui est fascinant. Elle a énormément inspiré les artistes. Je pense surtout aux grands maîtres de l'ukiyo-e, ces fameuses estampes japonaises. Okusai, Hiroshige. Voilà, Okusai, Hiroshige. Ils l'ont représenté sous toutes ses formes. Les ponts, l'animation sur les berges, les reflets sur l'eau. Il y a des séries entières d'estampes qui montrent des vues de la Sumidagawa. Une de nos sources dit joliment que c'est une rivière qui se prête à l'image. J'aime beaucoup l'expression. Et cette rivière, elle a aussi été le témoin, parfois silencieux, de grands événements. On pourrait commencer par Ryogoku. C'est un nom qui parle aux fans de sumo. Ah, Ryogoku, oui. Son histoire est très liée à un drame terrible, le grand incendie de Mereki en 1657. Un incendie gigantesque, si je me souviens bien. Oui, une catastrophe. Une énorme partie d'Edo est partie en fumée. Et le problème, c'est que pour fuir vers l'est, il fallait traverser la Sumidagawa. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un seul pont, le pont Senju. Et il était beaucoup plus au nord. Donc les gens étaient piégés. Exactement. Bloqués par la rivière. On parle de plus de 100 000 morts, c'est énorme. Terrible. Et du coup, ça a changé des choses dans le quartier? Ah oui, radicalement. Le shogunat, le gouvernement de l'époque, a pris 2 décisions importantes. D'abord, construire un nouveau pont, juste là, pour que les gens puissent s'échapper la prochaine fois. Le Ryogokubashi, le pont des 2 provinces. Logique. Et la deuxième décision, pour apaiser les âmes de toutes ces victimes, on a construit un temple juste à côté du pont, le Ekoin. Son nom veut dire quelque chose comme « temple où l'on transmet les prières aux esprits ». Un lieu de mémoire, donc. Mais l'histoire s'arrête pas là, j'ai cru comprendre. Non. Et c'est là que ça devient assez typique d'Edo, je trouve. Pour éviter que le feu se propage aussi vite à l'avenir, on a créé de grands espaces vides près du pont, des sortes de pare-feux, le Ryogoku Hirokoji par exemple. D'accord, pour la sécurité. Oui. Mais très vite, cet espace vide, il est devenu super populaire. Des petites boutiques, des spectacles de rue, ça s'est transformé en lieu de divertissement. C'est intéressant de voir comment un lieu né d'une tragédie est devenu un centre de vie hyper animé. Et le sumo, alors, il arrive quand? Justement, le sumo, qui était un peu itinérant avant ça, cherchait un endroit fixe, un endroit populaire. Et ils ont trouvé leur bonheur, figurez-vous, dans l'enceinte même du temple Ekoin. Quoi? Dans le temple? Le temple pour les morts? Eh oui, c'est ça qui est étonnant. Le sacré et le profane qui se côtoient complètement. Les prières pour les défunts d'un côté et les cris de la foule, l'énergie des combats de sumo de l'autre. Ça en dit long sur la mentalité de l'époque. Peut-être moins rigide qu'on ne l'imagine. Fascinant. Alors si on visite Ryogoku aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour retrouver un peu de cet esprit? On pourrait commencer par aller voir le temple Ekoin, bien sûr, pour l'histoire, l'atmosphère. Et juste à côté, il y a le Ryogoku Kokugikan, l'arène moderne, le temple du sumo actuel. On peut au moins voir le bâtiment.
Et pour l'ambiance? Ah, pour l'ambiance, il faut goûter un chankonabi. C'est le plat traditionnel des lutteurs de sumo, très copieux. Il y a plein de restaurants spécialisés dans le quartier. C'est une bonne immersion. Pas mal comme programme. Mais la Sumidagwa, elle charrie aussi des histoires plus anciennes, plus mélancoliques, non? Oui, tout à fait. Si on remonte encore plus loin, à l'époque Heian, bien avant Edo, donc entre le 8e et le 12e siècle, il y a la légende du Mewakamaru. Ume Wakamaru. Moins connu peut-être? Oui, moins connu du grand public, mais très important localement. C'est une histoire assez triste, celle d'un jeune noble de Kyoto, Ume Wakamaru, qui aurait été enlevé par des trafiquants d'enfants, des esclavagistes. Oh là là! Et après avoir été forcé de marcher pendant des centaines de kilomètres, eh bien, il serait mort d'épuisement, ici, sur les bords de la Sumidagawa, tout seul, loin de sa famille. Quelle fin tragique! Oui, et la légende continue. Un moine aurait trouvé son corps, l'aurait enterré et planté un saule sur sa tombe. Cette tombe, c'est l'Ume Bakazuka, le tertre du jeune prunier. Même si c'était un saule, il y a une petite confusion sur le nom. D'accord. Et un an plus tard, sa mère, qui le cherchait désespérément depuis Kyoto, folle de chagrin, arrive enfin à cet endroit. Et elle apprend ce qui se passait. Oui. Elle apprend la mort de son fils, et là, effondrée, en priant sur sa tombe, l'esprit du Mewakamaru lui serait apparu. Ah oui, C'est ce que dit la légende. Une rencontre à la fois terrible et surnaturelle. Suite à ça, elle décide de renoncer au monde et devient nonne sous le nom de Miyokini. c'est une histoire vraiment poignante. J'imagine que ça a marqué les esprits localement. Énormément. Ça a inspiré une pièce très célèbre du théâtre No, le théâtre classique japonais, qui s'appelle justement Sumidagawa. Et puis plein d'autres œuvres, des poèmes. C'est une histoire qui parle de la perte, du deuil, du lien spirituel qui peut rester. Et si on veut se recueillir un peu, suivre les traces de cette légende, il reste des lieux? Oui, et ce sont des endroits assez discrets justement, pas très touristiques. Il y a le temple Mokuboji, qui abrite aujourd'hui l'Ume Wakazuka. La stèle a été déplacée. Et pas très loin, mais de l'autre côté de la rivière, Ah, de l'autre côté. oui, de l'autre côté, il y a la Myokizuka, un petit monument dédié à la mémoire de sa mère, la nonne Myokini. De part et d'autre de la rivière, c'est symbolique de leur séparation en fait. Exactement. C'est comme un écho silencieux à cette tragédie. Visiter ces lieux, c'est toucher à une histoire plus ancienne, plus intime de Sumida. C'est assez émouvant. Bon, après cette histoire un peu triste, changeons complètement d'ambiance. Parlons d'un géant de l'art qui est né ici. Katsushipa Okosai. Ah, Okusai, le maître de l'estampe. Oui, il est né à Sumida, dans le quartier de Wanjo. Et sa vie, c'est déjà une œuvre d'art en soi, mais pas très conventionnelle. Ah bon? On raconte qu'il aurait changé de nom d'artiste une trentaine de fois et qu'il aurait déménagé, tenez-vous bien, 93 fois. Ah, 93 fois. Mais c'est énorme. ça révèle un sacré tempérament. Ah oui, une sacrée bougeotte. Une quête permanente de nouveautés, j'imagine. Il refusait de s'installer, au propre comme au figuré. Il a exploré plein de styles. Il s'est intéressé aux techniques venues d'Occident. Et le plus fou, c'est qu'il a atteint le sommet de sa célébrité mondiale à ses terres, après 70 ans. Avec les 36 vues du mont Fuji, c'est ça? Voilà. Et peut-être que cet environnement de Sumida, un lieu de passage, de transformation constante, avec la rivière, ça a nourri cette capacité incroyable à se réinventer, même très âgé. C'est dans cette série qu'on trouve ce bleu si particulier, le bleu Okusai. Le fameux bleu de Prusse, oui, un pigment qui venait d'Europe, assez nouveau au Japon à l'époque, et qu'il a utilisé de façon magistrale. Il y a cette anecdote incroyable aussi. Sur son lit de mort à presque 90 ans, il aurait dit « Si seulement le ciel m'accordait encore 10 ans, ou même juste 50 plus, je pourrais devenir un vrai peintre. Incroyable. Quelle humilité et quelle passion. » Oui, une soif d'apprendre jusqu'au bout. Et pour découvrir Okusai à Sumida, il y a un lieu incontournable maintenant. Le Sumida Okusai Museum, bien sûr. C'est plus qu'un musée avec ses œuvres. Déjà, le bâtiment lui-même de l'architecte Kazuyo Sejima vaut le coup d'œil. Très moderne, avec des façades un peu métalliques, changeantes. Ça colle bien à l'esprit de Okusai, je trouve. Et puis, le musée fait bien le lien entre les estampes et les paysages réels de Sumida qu'Okusai a connus et dessinés. C'est bien fait. Une belle passerelle entre l'art, l'architecture et le quartier. Restons près de la rivière, mais pour un événement beaucoup plus bruyant et festif, le feu d'artifice de la Sumidagawa. Ah oui, le grand classique de l'éther Tokyo.
Ça attire un monde fou. Des millions de personnes, je crois. Et comme souvent, avec les traditions, il y a une jolie histoire sur ses origines, non? On dit que ça a commencé en 1733, Oui. à l'initiative du shogun de l'époque, Tokugawa Yoshimune, pour consoler les esprits après une famine, une épidémie, et prier contre les maladies. C'est ça. C'est ça, c'est l'histoire officielle, celle qu'on raconte partout. Et elle est belle, hein? Elle donne un sens, une dimension un peu spirituelle à ce feu d'artifice. Mais, Mais, il y a un mais. disons que les sources qu'on a consultées, les recherches historiques, elles apportent quelques nuances. Ah, l'histoire serait un peu différente, hein? Disons qu'il y a débat. Déjà, apparemment, il n'y a pas eu de grosses épidémies de choléra à Edo à cette époque-là. Le choléra, c'est arrivé plus tard au Japon. Et puis, la date même de 1733, elle n'apparaît dans les documents que bien après. D'accord. Alors, d'où ça viendrait vraiment? L'origine la plus probable, en fait, elle serait plus terre-à-terre. Une rivalité commerciale. Commercial. Entre qui? Entre les deux grandes familles d'artificiers d'Edo, les Kagiya et les Tamaya. Ils profitaient des fêtes de l'ouverture de la rivière en été pour faire une sorte de compétition. Chacun lançait ses plus belles fusées pour impressionner le public. Une sorte de pub géante, en fait, hein. Exactement. Les gens criaient même Kagaya ou Tamaya pour dire qui ils préféraient. C'était un spectacle publicitaire en quelque sorte. Donc, une compétition entre artificiers qui, petit à petit, s'est transformée en rituel commémoratif. C'est une hypothèse très sérieuse, oui. Ça montre bien comment une pratique peut évoluer, se charger d'un sens nouveau avec le temps et devenir un symbole culturel fort, même si le point de départ était plus pragmatique. La jolie histoire a fini par prendre le dessus. C'est fou comme les histoires se fabriquent. Et si on veut voir ce feu d'artifice aujourd'hui, mais qu'on n'a pas envie de la foule immense près d'Asakusa, il y a des plans B. Oui, heureusement. Il y a des endroits un peu moins connus, souvent préférés par les Tokyoïtes, par exemple le parc Shioriri, un peu plus au nord, sur la Sumidawa. C'est plus familial. D'accord. Ou alors carrément changer de rivière et aller sur les digues de l'Arakawa, qui coulent juste à côté, près du pont Yotsugi par exemple. Bon, les feux sont un peu plus loin, plus petits, mais on est plus tranquille, on peut pique-niquer. Par contre, dans tous les cas, faut arriver tôt. Bon conseil. Alors, cette rivière, si chargée d'histoire, comment elle vit aujourd'hui dans le Sumida moderne? Eh bien, elle reste centrale, mais forcément, ses abords, ses usages, ça évolue. Il y a une nouveauté assez sympa, c'est la passerelle Sumida Riverwalk, c'est ça? Ouverte en 2020? Oui, une passerelle juste pour les piétons. Elle relie Asakusa à la zone de la Skytree, en passant juste à côté du pont du train, le pont de la ligne Tobu. Ça facilite la liaison entre les deux sites, j'imagine. Ah oui, beaucoup. Avant, c'était moins direct. Et la balade est sympa, paraît-il. On marche au-dessus de l'eau avec la vue sur la Skytree. Les trains passaient juste à côté, sur le pont qui a été repeint en blanc, Skytree White, et il paraît qu'il y a des petites mascottes cachées, des Sorakara-chan à chercher sur la passerelle. Un petit jeu de piste. Amusant. Et cette passerelle, elle arrive où? Elle débouche sur un nouvel espace qui s'appelle Tokyo Mizumachi. C'est un ensemble de boutiques, de restos aménagés sous les voies du train, le long d'un petit canal. C'est très moderne, très design au bord de l'eau. Ça contraste pas mal avec le vieux quartier d'Asakusa juste à côté. Toujours ce dialogue passé-présent. Et dans ce Tokyo Mizumachi, il y a des boutiques ou des cafés qui valent le coup. Alors, nos sources mentionnent une boutique qui s'appelle Consent. Apparemment, ils ont plein d'objets de design japonais, des trucs assez malins, esthétiques. Pour des petits cadeaux, ça peut être sympa. D'accord. Et pour manger ou boire un verre, il y a un restaurant italien Landa qui a l'air populaire, surtout sa terrasse au bord de l'eau. Et pour ceux qui préfèrent bouger un peu plus? Alors, les berges de la Sumidagawa, ça se prête bien au vélo. On peut louer un vélo et longer la rivière. Et si on veut faire des balades plus longues, un peu plus nature, les rives des autres grandes rivières, comme l'Arakawa ou l'Edogawa, pas très loin, offrent de superbes pistes cyclables. C'est une autre façon de découvrir ce Tokyo au bord de l'eau. Décidément, Sumida, c'est un puits d'histoire. On pourrait encore parler des 7 merveilles de Honjo, non? Les Honjo Nanafushigi. Ah oui, vite fait. C'est une collection de légendes urbaines, des histoires un peu étranges, mystérieuses, qui datent de l'époque d'Edo et qui sont liées à des endroits précis de l'ancien quartier de Honjo, ici à Sumida. Comme cette histoire de fossé où une voix crie aux pêcheurs de laisser leurs poissons. Voilà. Uitekebori, c'est une des plus connues. Ce sont des petites touches de mystère dans le quartier. Et il y a aussi l'histoire des 47 renins, avec le site de la résidence de Kira. Oui, Kira Kozuke no Suke, le méchant de la fameuse épopée des 47 renins, le Shushingura, que tout le monde connaît au Japon.
Son manoir était à Sumida. Aujourd'hui, c'est un petit parc, le Honjo Matsuzakacho Park. Très discret, presque caché, mais chargé d'histoire pour ceux qui connaissent. Encore une pépite. Bon, finalement, en suivant juste le fil de la Sumidagawa, on a brassé des siècles. Des drames comme l'incendie ou la légende du Muaka, des fêtes comme les feux d'artifice, l'art de Hokusai, la passion du sumo. Sumida, c'est clair, c'est bien plus que la Skytree. C'est un livre d'histoire à ciel ouvert. Tout à fait. Et ce qui est vraiment intéressant là-bas, c'est de voir comment le passé et le présent cohabitent. Les vieux temples à côté de l'architecture toute neuve, les légendes qui ressurgissent dans les noms de rues, les traditions qui continuent, même si elles se transforment un peu. Explorer Sumida, c'est un peu apprendre à lire entre les lignes de la ville. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée. La prochaine fois qu'on se balade le long d'une rivière, n'importe où, dans n'importe quelle ville, pourquoi ne pas essayer d'imaginer une seconde toutes les histoires que cette eau a pu voir passer? C'est une belle idée. Quels récits oubliés, quels secrets, quels moments forts de la vie des gens dorment là, juste sous la surface de notre quotidien. Ça change le regard sur les lieux qu'on croit connaître. Voilà. Et c'est aussi une invitation, bien sûr, à aller explorer soi-même Sumida, pour y dénicher ses propres trésors, visibles ou un peu plus cachés.